Hugo, avant de poursuivre avec les questions, on te propose un jeu brise-glace, le jeu des mots. On va te donner quelques mots-clés. Dis-nous ce qui te vient en tête vraiment spontanément en une phrase. Alors, est-ce que tu... Non, c'est pas vrai. C'est ça, c'est pas qui arrive. Ouais. T'es prêt? Oui. Innovation. C'est créativité scientifique ou mathématique. Risque. Stress. Humain. Bon, c'est l'émotion, encore une fois, la créativité. Intelligence artificielle. Le futur. Éducation. Fondamental. Très important. Bienvenue à notre balado Osons la suite qui porte sur l'innovation et la créativité en compagnie d'Isabelle Sénécal et Hugo Cavenaghi. Bonne écoute. Bonjour, écoute Hugo, je vais t'appeler Hugo, de Hugo à Hugo. La seule différence entre toi et moi, par là, je pense, c'est que toi, tu as un H et moi, j'en ai pas. On se connaît parce que tu as eu la gentillesse de signer notre préface de notre deuxième bouquin, Osons l'intelligence artificielle à l'école. Donc, mais pour nos auditeurs, pourrais-tu te présenter comme si on ne te connaissait pas du tout et parler également un peu de ton parcours scolaire au niveau universitaire, entre autres? Oui, moi, mon parcours, en fait, ça a été... Donc, en fait, je suis chercheur chez Google. Puis, je me spécialise en intelligence artificielle. Avant ça, j'ai été professeur à l'Université de Sherbrooke, puis je suis aussi professeur associé à l'Université de Montréal. Je dirige aussi des étudiants à la maîtrise pour doctorat. Puis pour me rendre là, j'ai été en informatique au bac à l'Université de Montréal, où j'ai eu la chance de rencontrer Yoshua Bengio, qui est une figure importante du milieu de l'intelligence artificielle, qui dans le temps était quand même assez connue, mais qui aujourd'hui est vraiment encore plus connue, ayant gagné le prix Turing avec Geoffrey Hinton. Et justement, parlant de Geoffrey Hinton, donc moi, j'ai fait mon bac à l'Université de Montréal. Je suis resté dans le laboratoire Yoshua pour faire mon doctorat. Puis après, j'ai fait un postdoc avec Geoffrey Hinton à Toronto, donc l'autre récipiendaire du même prix Turing. Bien entouré, en tout cas. Non, j'ai été quand même chanceux. Ouais, bien entouré. Fait que quand j'ai commencé mon bac, j'avais un intérêt dans l'intelligence artificielle sans trop savoir ce que c'était. Puis j'aimais les maths, j'aimais les ordinateurs ou en tout cas la programmation. Puis ça m'a amené un peu par chance là, dans ce milieu-là qui m'a amené ultimement à faire de la recherche puis à avoir la chance de diriger un labo chez Google qui spécialise dans l'intelligence artificielle. Et au quotidien, tu fais quoi exactement pour nos auditeurs, l'intelligence artificielle? C'est quoi? Tu fais de la programmation du matin au soir ou tu fais quoi exactement? Ouais, donc moi, je dirige l'équipe, donc ça fait longtemps que j'ai programmé, là, honnêtement. Là, je programme vraiment moins qu'avant. Je passe beaucoup plus de temps à diriger mon équipe, discuter avec eux de où concentrer notre attention, puis nos idées de recherche, puis discuter d'idées de recherche et essayer de voir là, comment pousser la technologie dans différents domaines. Où on a différents domaines là, dans mon équipe là, qui nous intéressent. C'est ça, mais sinon, ceux avec qui je travaille, oui, c'est un mélange de faire des mathématiques dans le sens dériver des modèles ou proposer des modèles pour développer une intelligence artificielle dans différents contextes, reconnaissance d'images, traitement de texte ou de code. Puis, formuler mathématiquement ces modèles-là, puis formuler des expériences scientifiques pour essayer de confirmer si nos modèles sont meilleurs que ce qui existe. Et puis, pour faire ça, ça implique de la programmation, donc coder le modèle en question, exécuter la simulation, l'expérience, puis après ça, faire une analyse des données, puis de l'expérience pour vérifier si on a bel et bien réussi à progresser, puis qu'on a montré notre hypothèse qui est que nos modèles sont meilleurs. Et à part l'informatique, il y a quelque chose qui te passionne en dehors des maths, des 1 et des 0? Qu'est-ce qui me passionne? Les podcasts, j'aime bien gros les podcasts. Ça m'arrive en fait, plus souvent qu'autrement, ça m'arrive de dire non parce que je commence à manquer beaucoup de temps pour les faire. Là. Celui-là, je voulais le faire parce que, entre autres, c'est lié à l'éducation, puis je trouve ça important.
Puis vu qu'on se connaît aussi, ça me faisait plaisir d'aider, mais j'aime beaucoup les podcasts. Ta spécialité, c'est quoi? Donc, moi, En ma cuisine, progression, en ça a cuisine. été... J'aimais pas faire la cuisine parce que ça me rendrait trop nerveux. J'avais l'impression que j'allais manquer mon coup. Fait que ma stratégie, ça a été de demander à mes filles qu'est-ce qu'ils voulaient manger. Puis je me suis dit, enfin, avec les enfants, là, surtout quand ils sont jeunes, plus c'est compliqué, plus tu mets de l'effort, moins ils aiment ça. Donc, je me suis dit, c'est une bonne stratégie. Je vais leur demander qu'est-ce qu'ils veulent, ça va être simple. Puis, ils voulaient des tacos. Ils aimaient bien gros les tacos. Fait qu'on fait ça. Mais là, tu sais, on fait des pokéballs. Puis, j'ai fait des bao buns en fin de semaine. Puis, donc, ça a progressé pas mal. Puis, Hugo, un peu expliquer aux auditeurs ce qu'est le MILA. Oui, le MILA, c'est l'Institut de recherche à Montréal. En fait, c'est un institut québécois. Il y a des chercheurs d'un peu partout au Québec qui est dirigé par Yoshua Benjo, c'est le directeur scientifique. Et donc, il se veut être un organisme pour appuyer la recherche en intelligence artificielle. Donc, il y a plein de professeurs affiliés à différentes universités, comme l'Université de Montréal, l'Université McGill, puis d'autres aussi, là, en fait, même ailleurs au Québec. Il y a aussi beaucoup de chercheurs de l'industrie, comme moi, qui participent aussi au MILA. Donc, plusieurs partenaires industriels au MILA qui contribuent financièrement, entre autres, mais aussi certains de leurs scientifiques comme moi, là, comme participants, où je vais superviser des étudiants, puis je peux participer à des activités qui arrivent parfois. Puis le MILA qui a une mission scientifique là, vraiment claire, qui est de pousser les connaissances en intelligence artificielle, mais qui a aussi tout un penchant sur l'intelligence artificielle appliquée pour, je pense qu'il a leur expression, c'est l'IA pour l'humanité. Donc, trouver des applications qui sont peut-être pas celles auxquelles on pense le plus dans un milieu industriel où on va se pencher sur des applications comme la vision par ordinateur, la reconnaissance de la parole, qui a évidemment des bénéfices dans la société, mais on peut penser à des investissements justement en éducation où c'est peut-être un peu moins commercial comme endroit d'investissement, ou des technologies pour aider au changement climatique ou des trucs comme ça. Donc, ils essaient quand même aussi de prendre une approche dans une partie de leurs investissements, puis là où ils mettent des efforts en recherche vers ce genre d'application-là bonne pour l'humanité. Pour bien comprendre, c'est un organisme, c'est une business, une OSBL? C'est un organisme sans but lucratif. Et qui est... sa constitution, je suis pas un expert, mais de ce que j'en comprends, sont affiliés, entre autres, l'Université de Montréal, l'Université McGill, mais c'est un organisme, en fait, dans les faits séparés, un organisme sans but lucratif. Dans le petit jeu des mots, là, il y a plusieurs fois, tu es revenu sur le mot créativité. Est-ce qu'il y a une place pour la créativité en intelligence artificielle? Certainement, je trouve que de bien des façons. Je pense qu'il y a de la place en termes de son développement. Donc, l'intelligence artificielle, parce que c'est une technologie en plein développement dans laquelle est impliqué beaucoup de chercheurs comme moi. Mais la recherche, c'est de la créativité, mais basée sur la science. On se doit constamment à innover, à think outside the box. Donc, réfléchir à qu'est-ce qui n'est pas fait actuellement, qu'est-ce qui n'existe pas, qui pourrait exister. Puis, en plus de ça, c'est aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle de plus en plus se fait dans des contextes créatifs. Je pense entre autres il y a plein de gens qui travaillent à utiliser les intelligences artificielles pour créer de la musique ou créer des images, des textes dans un but de créativité, en fait. C'était ma prochaine question, ça. Donner d'autres outils de création aux artistes. C'est un peu ma prochaine question. Comment elle peut contribuer à développer la créativité? Donc, tu l'as un peu mentionné, là. Ouais, ben dans mon équipe, il y a un membre de mon équipe, Pablo Samuel Castro, qui puis si vous allez voir en ligne, là, il fait plein de trucs qu'il publie souvent sur Twitter. Il y a même un podcast maintenant, un vidéo podcast en anglais sur l'intersection entre la musique puis l'informatique, la programmation, qui est vraiment intéressant, qui est malheureusement en anglais, mais donc en fait, lui, ce qu'il expliquait, c'est que il fait de la recherche qui n'est pas nécessairement dans le monde créatif ou appliqué à la musique ou aux arts. Mais
En fait, puis il m'a dit, il fait ça presque intentionnellement parce qu'il veut utiliser ces technologies-là vraiment, il veut pas que ça soit du boulot. Puis lui, ce qu'il voit, c'est que dans des techniques d'intelligence artificielle, ce qu'il réussit à faire, c'est que, puis ce qu'il aime voir, c'est lorsque ces méthodes-là, ces technologies-là le poussent en dehors de sa zone de confort. Puis c'est là où il voit qu'il y a un certain rôle à jouer. C'est-à-dire que il y a une démo, entre autres, qui a montré à un événement qu'on a organisé éventuellement dans le passé, où il jouait du piano ou un clavier. Puis, une fois de temps en temps, là, c'était l'intelligence artificielle qui prenait le dessus. Donc, lorsqu'il touchait sur une touche, il y avait une note qui était à jouer, mais c'était pas nécessairement la note qu'il avait choisie, c'était une note choisie par l'intelligence artificielle. Puis, ça alternait entre lui qui contrôle puis l'intelligence artificielle qui choisit les notes. Et puis, son objectif, c'est de forcer l'intelligence artificielle à faire d'autres choix que lui pour, d'un point de vue, dans un contexte d'improvisation, justement, l'amener sur un chemin qui est différent que celui que peut-être qu'il prendrait si, justement, il faisait pas assez d'efforts créatifs. Okay. Donc, je pense que ça, c'est un aspect là, qui est vraiment intéressant pour la créativité. Puis d'ordre général, tu sais, l'idée derrière l'intelligence artificielle, c'est d'essayer du moins ce qui me motive mon travail, puis plein de gens, c'est de prendre toutes les tâches quotidiennes qu'on n'aime pas faire pour les donner à la machine, à l'ordinateur, pour justement se concentrer sur les aspects plus créatifs puis innovants de notre travail, peu importe notre milieu, en fait. Donc, je pense qu'à cause de ça, de façon générale, pas juste dans les arts, ça peut vraiment jouer un rôle important. Peux-tu nous parler un petit peu moi, c'est un sujet qui me tracasse, mais éthique et intelligence artificielle. On parle beaucoup là des robots militaires, puis tous ces trucs-là. Comment vous entrevoyez ça, vous? Ben, donc, je pense qu'il y a bien de ces problématiques-là qui, entre autres dans le monde militaire, où je pense que ça va nécessiter la régulation politique, par exemple, là, où pour moi, c'est pas là où je peux vraiment contribuer au choix qu'on doit faire comme société. Moi, mon rôle, je le vois comme d'être quelqu'un qui va expliquer la science, qui va essayer de présenter, donner une intuition au plus de gens possible comment fonctionnent ces technologies-là pour que, en tant que société, on puisse prendre des choix informés sur où est-ce qu'on veut mettre de l'intelligence artificielle et où on préfère ne pas en mettre. Ultimement, c'est entre nos mains collectivement à faire ces choix-là. Puis moi, mon rôle de scientifique, c'est d'essayer d'expliquer, parce qu'il y a aussi des endroits où on pourrait penser qu'on ne veut pas en mettre, mais qu'en fait, si on en mettait, ça serait bon collectivement aussi. Mais pour prendre ces décisions-là, puis pour que le plus de gens puissent vraiment avoir des opinions informées sur le sujet, il faut en apprendre sur le sujet. C'est là, je pense, que je joue un rôle. C'est la raison pour laquelle je participe à des podcasts comme ça, entre autres, pour essayer qu'on puisse tous collectivement bâtir une certaine compréhension de ces technologies-là. L'éthique, ça me fait penser à la voiture, je ne sais pas pour quelle raison, mais à un moment donné, il va falloir décider. C'est pour quand les fameuses voitures entièrement autonomes? Là, on en a parlé beaucoup dans les dernières années, puis là, on n'entend plus parler. On parle il n'y a pas encore suffisamment de bandes passantes, 5G, etc. On peut penser quand est-ce qu'on va pouvoir vraiment utiliser les voitures autonomes? C'est une bonne question. Moi, honnêtement, je pourrais pas dire. Puis juste parce que moi, quand on me demande de faire des prédictions sur l'intelligence artificielle, j'ai toujours deux exemples de pourquoi je pense pas pouvoir faire de bonnes prédictions. La première, c'est que, c'est ça. Les voitures autonomes, on en parle depuis longtemps, puis ça semble progresser relativement lentement, du moins si on le compare avec le discours qu'on entend. Oui, c'est ça. Je pense que ça progresse, là, mais effectivement, peut-être qu'on pensait que ça serait arrivé plus rapidement que c'est arrivé. En même temps, honnêtement, dans mon domaine, moi, je recule en arrière en 2010 à peu près, où on faisait des progrès d'un point de vue scientifique, mais honnêtement, tu m'aurais dit de prédire où on serait dans 5 ans. J'aurais pensé qu'on est bien moins loin que ce qu'on a été en 2015, par exemple. Mais d'un point de vue scientifique, au niveau des méthodes, c'est arrivé souvent pour moi d'être surpassé dans mon aptitude à prévoir ce qui allait arriver, puis d'observer ce qui effectivement a été développé. Donc, c'est vraiment, vraiment difficile. Parce que je pense que ça fait juste témoigner que c'est
c'est une technologie qui a plein de potentiel, mais c'est aussi, ça reste un travail qui est pas facile. Parce que ça, c'est visuel, hein, parce que les gens le savent pas. Il y a beaucoup déjà d'intelligence artificielle, là, dans beaucoup d'outils et d'objets qu'on utilise. Celle-ci est flagrante, là, quand tu dis, hey, la voiture, elle marche tout seul, il doit se passer quelque chose. Mais l'intelligence artificielle est quand même déjà dans pas mal d'endroits, là. Puisque les gens ne sont pas encore conscients tout à fait, là. Exact, oui. Puis en fait, on oublie, tu sais, puis c'est intéressant avec l'intelligence artificielle aussi parce que justement, il y a un effet qu'on appelle, en anglais, on appelle ça le AI effect en intelligence artificielle, qui est cette notion que l'intelligence artificielle, c'est toujours une espèce c'est une cible qui se déplace tout le temps, si on veut. Donc, à chaque fois qu'on l'atteint, on a une technologie qui l'utilise. Après un certain temps, on commence à penser que c'est plus vraiment ça de l'intelligence artificielle, c'est l'autre truc qu'on fait pas encore, mais qu'on essaie d'atteindre. Puis entre autres, on voit ça chez les scientifiques, je pense, parce que aussitôt qu'on a trouvé c'était comme ça qu'on arrivait à résoudre ce problème-là avec l'intelligence artificielle, on est comme mais ça peut pas être ça. Il me semble que l'intelligence artificielle, c'est supposé être plus mystérieux que ça. Donc, un exemple pour moi, c'est un peu le Deep Blue, donc le système d'IBM qui a battu Garry Kasparov aux échecs. Quand tu sais ça a été quoi finalement la solution, t'es presque déçu. Tu dis, OK, c'était comme ça qu'il fallait le résoudre. C'était juste pas ça. À ce moment-là, c'était pas un réseau de neurones là, puis même ceux qu'on a maintenant sont pas très proches de comment notre cerveau fonctionne. Mais c'était même pas ça dans le temps. Tu sais, c'était de la recherche dans des arbres. C'était un algorithme où il n'y avait pas d'apprentissage. Donc, c'est un phénomène assez intéressant avec l'intelligence artificielle, de voir que c'est une cible qui change tout le temps. On dit que la donnée est l'essence, hein, c'est mon image là, de l'intelligence artificielle. Moi, mon inquiétude, on sait que la donnée, elle est la propriété de quelques grandes compagnies. Comment on va faire pour faire en sorte de la démocratiser un petit peu? C'est des bonnes questions, je sais pas. Moi, heureusement, dans mon travail, je suis pas tant confronté à ça parce que, au niveau de la recherche scientifique, on utilise presque exclusivement des jeux de données qui sont publics, qui sont disponibles à tout le monde. Les jeux de données que j'utilise maintenant versus ceux que j'utilisais quand j'étais professeur à l'Université de Sherbrooke sont de nature très, très similaire. Puis, en fait, aussi, d'un point de vue recherche, tout ce que je fais est publié dans des conférences. On donne le code, on le met en ligne publiquement pour que les gens puissent l'utiliser aussi. Donc, il y a cet aspect-là aussi de l'équation dont on a besoin pour développer les intelligences artificielles qui, heureusement, on a une communauté qui croit quand même pas mal à ça, là, à rendre ça disponible pour la démocratiser de ce point de vue-là. Il y a plein d'autres enjeux autour de la donnée, par contre, qui est compliqué. C'est aussi facile on peut en même temps créer des problèmes si on fait pas attention à comment est-ce qu'on la gère, si on veut la rendre disponible aussi. Puis ça invoque d'autres disciplines, pas en intelligence artificielle, mais en informatique, comme la cryptographie et ainsi de suite, qui sont importantes. Puis aussi, je pense, encore une fois, une notion de choix de société sur quelle dynamique veut-on voir sur comment est-ce que ces technologies-là évoluent? Est-ce qu'on est encore en avance au Québec? On ne peut pas passer sous silence la vente de Lehman AI. Est-ce qu'on est encore dans le peloton de tête au niveau de la recherche, au niveau de l'intelligence artificielle dans le monde? En recherche, oui. Moi, j'ai aucun doute, là. Tu vois, là, on est un peu dans pour moi, du moins, un élément qui reflète ça, justement à cause du Mila, en fait. C'est que quand on regarde les étudiants qui appliquent pour venir faire leur doctorat à l'Université de Montréal ou à McGill, ils viennent vraiment de partout, puis avec des formations. Tu sais, as des étudiants qui ont fait leur bac au MIT, puis ils appliquent au Mila pour venir faire leurs études ici, là. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute. Puis je porte vraiment beaucoup attention le genre de travaux scientifiques qui émanent de cet institut-là. Parce que c'est souvent ceux que je trouve les plus pertinents. Bon, évidemment, je suis un peu biaisé. Là. J'ai cette philosophie-là en partie dans mon approche à la recherche. J'ai été formé par Yoshua Bengio. Mais pour moi, il n'y a aucun doute que c'est là où il y a, dans les endroits dans le monde, il y a le plus d'innovation. Et puis là, je ne m'inquiète pas quand les étudiants du Collège Sainte-Anne vont appliquer au Mila. Là, c'est là qu'on va se dire, là, on est vraiment en avance. Hugo, tu connais très bien le milieu de l'éducation.
t'es prof toi-même. Tu parles de l'intelligence artificielle comme une technologie bienveillante, une technologie aidante. Tu en parlais tout à l'heure. De ton point de vue, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut contribuer à faire avancer l'éducation? C'est une bonne question. C'est aussi parce que il n'y en a pas tant que ça, en fait, actuellement, je dirais. Du moins, c'est pas un milieu d'application où il y en a le plus. Là. Non, malheureusement. Il y a quelques exemples que je trouve intéressants qui donnent un peu une idée de où on peut s'en aller. Il y en a un, c'est développé justement par un ancien étudiant du Mila. Yoshua Bengio est impliqué dans la startup là, qui s'appelle Corbit AI, Korbit. Ils ont d'ailleurs un système qu'on peut utiliser, je pense, gratuitement, là, qui est un cours justement d'intelligence artificielle puis de deep learning, qui est une forme d'intelligence artificielle là, qui est une technologie qui est derrière beaucoup d'intelligence artificielle ces jours-ci. Et puis là, je pense que l'idée, c'est de dire, OK, on va utiliser une intelligence artificielle qui est capable de dialoguer avec l'apprenant pour essayer de l'appuyer, le garder motivé, le susciter une interaction, donc le garder engagé dans son apprentissage. Et là, je pense dans les métriques qu'ils essaient vraiment de pousser, c'est justement de garder l'attention de l'apprenant le plus possible. Je pense que donc l'idée, c'est que est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour distribuer l'attention comme enseignant qu'on pourrait avoir normalement sur chaque étudiant? Moi, quand j'ai enseigné à l'Université de Sherbrooke, j'ai entre autres beaucoup utilisé de pédagogie inversée où j'avais filmé certains de mes cours que j'ai mis sur YouTube, qui sont encore disponibles d'ailleurs. J'ai demandé aux étudiants de regarder, puis c'était pour libérer du temps pour moi en classe pour faire les interventions avec chacun des étudiants. Parce que la façon que je voyais ça, c'est en gros, le nombre d'étudiants est à peu près le nombre de façons différentes de mal comprendre la matière. Donc, chaque personne, chaque étudiant va avoir besoin possiblement d'une intervention vraiment comme très spécifique à cette personne-là. Individuelle. Et c'est là, je pense, la personnalisation de l'enseignement où peut-être l'intelligence artificielle peut être utilisée. Sinon, tu as aussi des outils, encore une fois, on parlait de le genre de travail comme personne, on n'a peut-être pas envie de faire, qui n'est pas autant créatif. Ben, la correction, je pense que ça en est une. Puis, il existe des startups là, puis des compagnies qui offrent des services pour automatiser ou aider à organiser la correction. Donc, tu as plein de copies d'examen ou d'un devoir. Tu veux commencer par grouper ensemble les réponses qui se ressemblent pour être sûr de donner la même note à chaque type de réponse, puis peut-être pouvoir travailler sur s'il y a essentiellement, même s'il y a 30 élèves, s'il y a essentiellement 4 ou 5 types de réponses qu'on reçoit, bien travailler le feedback que tu vas redonner pour que ce soit le même pour chaque catégorie de réponses. Ou essayer de peut-être passer à une échelle plus grande ou si, entre autres, tu as des cours en ligne avec vraiment beaucoup d'étudiants, pouvoir accélérer la correction puis la faire de façon uniforme. Là, c'est un autre où tu as des gens là, qui développent des technologies basées sur l'intelligence artificielle pour aider ça. Donc, qui est un autre exemple. Là, je pense comme enseignant, c'est pas là que tu penses que pour avoir corrigé des copies d'examen moi-même, là, c'est un peu répétitif. On ne sent pas que tout notre potentiel est utilisé là, quand on corrige des copies d'examen. Ça, on aimerait ça automatiser ça pour passer plus de temps sur l'aspect plus créatif de l'enseignement, qui est, je pense, développer du matériel pédagogique, interagir avec les étudiants. Donc là, c'est un autre endroit, je pense qu'il y a du potentiel. En effet, tu sais, depuis quelques années, nous, on s'intéresse au développement, par exemple, de la personnalisation des apprentissages, puis on tente de développer des outils ou des technologies qui utilisent l'intelligence artificielle, puis on a vraiment des freins qui sont comme, par exemple, le manque d'expertise dans les écoles ou, par exemple, les coûts qui sont associés au développement de technologies vraiment hyper performantes. Puis on sait qu'en éducation, c'est vraiment pas un domaine où l'argent coule à flot, comme dans l'entreprise privée, par exemple. Donc, selon toi, comment est-ce qu'on pourrait intégrer davantage l'intelligence artificielle dans les écoles? Est-ce qu'on peut imaginer que l'intelligence artificielle va être intégrée dans les écoles dans un avenir prochain? Ce serait quoi les solutions? C'est une bonne question, parce qu'effectivement, je pense que ça passe
par là. Puis même, il y a tellement de domaines de notre économie ou de notre société où je pense que des connaissances puis des technologies d'intelligence artificielle pourraient être utilisables. Que c'est un gros potentiel que je pense qu'on devrait développer. Puis en plus, on a l'expertise au Québec pour appuyer ce genre de travail-là. Je pense que ça serait difficile d'imaginer une intelligence artificielle enseignée avant le cégep. Ça me semble être un peu tôt, mais ça serait déjà des gros progrès d'avoir un programme d'intelligence artificielle au cégep. Donc là, actuellement, je pense que tu peux peut-être finir un bac avec des assez bonnes notions d'intelligence artificielle que tu peux l'appliquer en industrie, mais encore là, c'est aujourd'hui encore peut-être un peu limite où c'est certains étudiants qui vont vraiment pousser qui vont montrer beaucoup de motivation pour se spécialiser. Mais moi, je pense que ça pourrait commencer au cégep. Ça nécessite quoi? Ça nécessite probablement enseigner la programmation avant aussi. Programmation, je pense qu'on en voit de plus en plus enseigner peut-être au secondaire. Puis je sais que tu as des petites initiatives d'enseignement de notions de robotique, par exemple. Je sais que ma fille, elle en a fait des activités à son école, même au primaire, ce qui est super. C'est une bonne façon de commencer. Puis enseigner, on a maintenant quand même des bons outils pédagogiques pour enseigner des notions d'informatique et de programmation. Donc, je pense que si on pouvait enseigner la programmation comme matière déjà au secondaire, puis une matière qui a la même importance peut-être que justement les mathématiques ou d'autres sciences, puis qui n'est pas vu comme un outil qui est pas vu comme un domaine précis, mais qui est vraiment vu comme une science qui est applicable comme les mathématiques sont applicables dans plein de professions. Je pense qu'avec ça serait, je sais qu'il y a des cégeps là, qui considèrent avoir ou participer à la création de programmes au niveau collégial. J'ai dû donner une présentation au cégep de Saint-Hyacinthe récemment. Je parlais avec un professeur où apparemment, effectivement, c'est quelque chose qu'il pense faire là, dans les prochaines années, avoir un diplôme collégial spécialisé en intelligence artificielle. Donc, ce qui est super de voir que les gens, effectivement, travaillent là-dessus. Et donc, je pense que c'est la direction là, qu'on doit prendre. Là. Puis, si on fait ça, enseigner l'informatique plus tôt, puis enseigner, je pense qu'on peut introduire l'intelligence artificielle au cégep. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des algorithmes d'intelligence artificielle qui pourraient aider même des élèves au primaire et au secondaire à apprendre des notions très théoriques, hein, des savoirs essentiels, hein. On sait que ce sont des machines on peut personnaliser les apprentissages. On parle pas de choses complexes, mais est-ce qu'on pourrait avoir des algorithmes, ils s'en développent de plus en plus, mais on s'aperçoit que c'est pas encore très très efficace, qui pourraient aider les enfants à partir d'un ordinateur à apprendre des savoirs peut-être purs là. T'entends là? Ils en développeront pas forcément des compétences, mais des savoirs essentiels. Est-ce qu'on peut imaginer à moyen terme avoir ces algorithmes-là qui donnent de la rétroaction en fonction des difficultés, de la motivation en tout cas? Ouais, ben, je pense que ça serait ça l'idée, là. C'est un peu la motivation derrière la compagnie Corbett AI que j'ai mentionnée. C'est d'essayer de justement d'utiliser l'intelligence artificielle pour solliciter l'étudiant plus, puis avoir une certaine personnalisation, puis une interaction un peu plus soutenue. Je pense que le challenge derrière ça, c'est en partie je pense que dans ce milieu-là, puis c'est vrai aussi pour actuellement l'état, disons, de l'intelligence artificielle, c'est que lorsqu'on développe une intelligence artificielle pour une application, pour un problème donné, cette intelligence artificielle-là fait ça et fait rien d'autre. Donc, c'est vraiment des outils très... les technologies sont génériques, comme les mathématiques sont génériques. Puis, l'application, elle est très ciblée. Donc, on ne parle pas d'une intelligence artificielle qui sait tout faire. On parle des méthodes qui donnent à l'ordinateur l'aptitude d'apprendre une connaissance bien précise à partir d'expériences puis de données. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que pour toutes les connaissances qu'on voudrait enseigner puis qu'on voudrait appuyer avec l'intelligence artificielle, ben, ça va nécessiter créer une expérience, une collecte de données pour justement entraîner ces systèmes-là à apprendre à devenir un tuteur dans un sujet précis. Okay. Et ben pour ça, ben il y a tout l'effort derrière justement cette collecte de données ou d'expérience-là, comment définir le protocole pour développer puis émerger cette intelligence artificielle-là pour ce sujet-là. Ben ça prend du temps, ça prend de l'effort. Tu sais, quand on parle d'intelligence artificielle, souvent on réalise que, bon, même dans la population adulte,
les gens comprennent pas trop ce que c'est l'intelligence artificielle, comprennent pas trop quelles sont les manifestations ou les applications tangibles ou les impacts de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses que c'est important d'enseigner aux enfants, puis je parle d'enfants d'âge primaire, secondaire, est-ce que tu penses que c'est important de leur enseigner c'est quoi, qu'ils comprennent en fait le principe, le fonctionnement? Ben, je pense oui, comme pour plein de technologies, en fait. Donc, n'importe quelle technologie, je pense on peut prendre un autre exemple qui est les téléphones cellulaires. Tu sais, je pense que on sait que c'est un outil super puissant, c'est très utile, mais je pense, surtout tous les parents, je pense qu'on est confrontés un peu à ça. Comment est-ce qu'on fait comprendre à nos enfants aussi que ça peut devenir presque une drogue où on peut vraiment commencer à dépendre de ça d'une façon qui n'est pas entièrement saine? Fait que si l'intelligence artificielle va être de plus en plus répandue dans plein d'aspects de notre vie, ben pour ces mêmes raisons-là, je pense que d'essayer un peu de former sur, pas de former, mais de sensibiliser sur comment ça fonctionne. Puis, dans le fond, pour bien des applications d'intelligence artificielle, ce qui est derrière, c'est la notion d'une expérience, d'une donnée que, en gros, l'intelligence artificielle ou les ordinateurs apprennent un peu comme nous en faisant des exercices, essentiellement, où nous, c'est des exercices dans une classe avec papier, crayon, et ainsi de suite, ou à l'ordinateur. Mais pour l'ordinateur, c'est quoi? Ben, c'est ce qu'on appelle de la donnée. Donc, c'est leurs exercices. C'est comme ça qu'ils apprennent en se pratiquant, en corrigeant en fonction des erreurs qu'ils font. Donc, je pense de faire comprendre ça, quand on a une intelligence artificielle qui émerge de ce genre de technologie-là, il y avait probablement une donnée derrière. Puis cette donnée-là, il a fallu qu'elle soit collectée. Comment est-ce qu'elle a été collectée? Puis aussi, comment on a choisi quel type de données. Donc, en fait, nos machines, finalement, quand on a l'intelligence artificielle, c'est qu'on l'a enseigné à faire quelque chose, mais le processus de cet enseignement-là, c'est quoi les implications de ça? Je pense que ça, c'est des notions qui peuvent être pas enseignées, mais en tout cas sensibilisées assez tôt. Tu as des organismes qui font ça, en fait, là, qui organisent moi, j'ai vu des organismes faire ça, en tout cas, là, qui étaient pas mal créatifs sur comment amener ces sujets-là. Moi, j'utilise souvent, c'est une espèce de démo en ligne que Google a mis en place qui s'appelle Teachable Machines, où tu utilises la caméra de ton ordinateur pour apprendre ton ordinateur à reconnaître 3 différents types de concepts. Où moi, je m'étais amusé avec mes filles à faire un classifieur qui déterminait, qui distinguait entre quand je souris, quand j'ai pas l'air content ou quand j'ai l'air surpris. Puis là, je montrais, ce que je fais, c'est que je prends des photos de moi qui font ces différentes expressions-là. Puis plus je lui en donne, plus il commence à comprendre ce concept-là, puis le reconnaître chez moi quand je suis habillé différemment, mais aussi chez d'autres personnes si on continue à collecter des données. Donc, je pense que ça se fait dans la mesure où là, on peut peut-être parler plus à un terme. Il faut faire plus de parallèles. T'sais. Moi, les parallèles que j'aime faire, c'est ceux avec une personne qui apprend parce que fondamentalement, c'est un peu le même principe. On a déterminé que pour résoudre des problèmes avec l'intelligence artificielle, une façon qui fonctionne bien, c'est de juste permettre à l'ordinateur d'apprendre plutôt que de la programmer déjà avec cette aptitude-là. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ou est-ce que c'est une de tes craintes qu'on développe assez rapidement une technologie, mais que nos jeunes soient pas formés sur le plan de la citoyenneté numérique ou sur le plan de la pensée critique face aux technologies? Est-ce que c'est une crainte que tu as ou tu es assez confiant là, face à cette situation-là? Je sais pas, je sais pas, je suis trop optimiste, là, mais mon impression, c'est que les nouvelles générations sont toujours un pas en avant sur ce qu'on pense qu'on serait à cet âge-là en termes de familiarité avec la technologie de façon générale. Fait qu'à cause de ça, je pense que je suis quand même assez optimiste. Ça veut pas dire qu'il faut pas y penser puis être consciencieux puis être intentionnel dans notre volonté de vouloir informer puis enseigner ces concepts-là. Mais je pense à cause de ça, quand on est jeune, on apprend vite, quoi. On comprend les technologies assez rapidement. Donc, à cause de ça, je suis quand même plutôt optimiste, en fait. Quel genre, je change un peu de sujet, quel genre d'élève étais-tu à l'école? J'étais quand même bon, j'étais un nerd. J'étais pas mal bon à l'école. Mon impression, c'est que l'école était presque faite pour moi comme elle l'était à ce moment-là, dans le sens où
jamais apprendre des connaissances, mémoriser même des connaissances, les mathématiques, faire les exercices, puis avoir un examen qui ressemble aux exercices qu'on a fait, ça me dérangeait pas de suivre un cours. En fait, même à la limite, tout ce qui était donc le masterclass où tu as un prof en avant qui parle, puis toi t'absorbes, ça marchait pas mal bien avec moi. Mais le fait que tu comprenais... je sais que... Excuse-moi, le fait que tu comprenais en 10 minutes, savoir que tes copains à côté ou tes copines, eux, ça leur prenait 45 minutes, est-ce que tu t'ennuyais? Est-ce que tu faisais autre chose? Est-ce que... Non, je me rappelle pas, mais tant que ça, ennuyé. OK. Mais c'est ça. Mais en fait, moi, ce que j'aimais pas, c'est quand un professeur arrivait et disait « OK, ben là, on va faire une activité, on va discuter ensemble de ça, là, j'haïssais ça pour mourir. » Ça, pour moi, c'était une perte de temps complète. Mais tu sais, je sais que ça répond à un besoin pour d'autres apprenants, là. Mais pour moi, comme je dis, là, tu sais, si quelqu'un voulait démontrer que le système d'éducation, il y a 10 ans, fonctionnait bien, là, tu sais, je serais un exemple, là. Mais ça serait... c'est un biais optimiste, là, évidemment, là. Un survival bias qui appelle. Moi, dans mon cas, ça marchait vraiment bien. Selon qui tu es, selon la personne que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre quand tu étais au secondaire, que tu n'as peut-être pas appris? Ouais, tu sais, tu as fait la question sur le risque, puis j'ai répondu du stress. Moi, je pense une chose que j'ai eu à apprendre, puis que j'apprends encore aujourd'hui, c'est comment gérer le risque, puis comment prendre des risques. Comment se lancer dans quelque chose sans trop savoir encore où on s'en va? Est-ce qu'on va arriver? Donc, moi, je trouve que souvent, on n'était pas nécessairement lancé là-dedans. C'était clair que si un prof m'enseignait quelque chose, je savais, c'est parce qu'il y a une année, ça allait être à l'examen. Fait que j'avais pas de peur sur... Ben, on est toujours stressé avant de voir un examen. On ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans, mais on savait pas mal que ça serait quelque chose qu'on aurait vu. Puis, tu n'avais jamais l'impression qu'on se lançait dans une activité pédagogique qu'on ne savait pas où on allait finir. Puis que c'était comme la trajectoire en soi qu'on allait creuser puis réfléchir. Puis, fait que je pense que c'est ça. Comment prendre des risques de façon calculée? D'une certaine façon, je suis meilleur maintenant, ne serait-ce que parce que j'ai appris beaucoup de mathématiques. Puis la notion de risque, de probabilité, statistique, c'est vraiment, vraiment utile pour prendre des choix calculés, là. Ouais. Des risques calculés. Mais ça, c'est quelque chose que, clairement, il a fallu me sortir peut-être d'une zone de confort. Je pense que peut-être naturellement, moi, je suis pas particulièrement confortable dans des situations où on prend un certain risque. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aurais bénéficié à apprendre. C'est quelque chose que je juge qu'encore aujourd'hui, j'ai à gérer autant émotionnellement que juste comme intellectuellement, comment est-ce que je pense à ça, prendre des risques, puis comment je vis avec ça, puis que j'affronte ça. On parle beaucoup actuellement dans les écoles, pas juste dans les écoles, de développer les compétences, on les appelle essentielles, fondamentales, les compétences du futur. Hein. Développer la créativité, la collaboration, l'esprit critique, ce qu'on faisait pas à l'époque, ce qu'on commence à peine à faire. Est-ce que tu penses que c'est important ou vaut mieux continuer à balancer des savoirs, puis les apprendre par cœur, puis... je pense que en tout cas, ce que j'ai décrit, ça me semble moins être des connaissances que apprendre des comportements ou apprendre à apprendre ou apprendre à affronter des défis. Fait que ces espèces de méta-apprentissages-là sur comment se comporter plutôt que juste des connaissances, ça me semble clair que c'est quand même important. Mais c'est là, donc je sais que j'ai cette lacune-là. En même temps, tu sais, moi, j'ai une chose à laquelle on est souvent confronté en intelligence artificielle en informatique, comme professeur d'informatique, c'est que, entre autres, on voit souvent des informaticiens qui arrivent puis qui n'ont pas les mathématiques requises vraiment pour affronter les défis d'apprentissage qu'ils ont devant eux. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit affronter. Puis tu as souvent, moi, à l'université, entre autres, où tu as des gens qui ont fait un deck spécialisé en informatique, puis ceux qui ont fait Sciences Pures, tu vois la différence. Tu peux presque prédire qui a fait quel parcours quand ils font un cours d'intelligence artificielle. Ceux qui ont plus de difficultés, c'est souvent ceux qui ont fait moins de mathématiques, donc ils n'ont pas eu ces connaissances-là, quoi. Fait que pour la science de l'informatique, moi, je l'ai vu, c'est notions qui sont plus comme... C'est moins comment apprendre à se comporter, puis c'est plus vraiment des connaissances qu'on doit acquérir puis développer les réflexes. Reste que
c'est clair qu'on pourrait en mettre plus aussi. Là. Dans un parcours au secondaire, c'est pas vrai que tu as tout le temps nécessaire pour apprendre n'importe quoi, puis c'est juste une question de choisir qu'est-ce qu'on veut mettre. Il y a des tensions un peu à gérer, puis c'est de savoir qu'est-ce qu'on met où. Mais c'est ça, cet aspect-là de, je pense, juste de façon générale, prendre des risques puis savoir où investir son temps, puis prendre une décision, ou être capable d'être bien à dire, OK, ben j'ai fait ce que j'avais pu parce que j'ai bien réfléchi mon plan, puis je suis bien là-dedans, puis là, je suis capable d'apprendre des leçons de ce que j'ai fait pour aller, donc pas voir l'échec comme quelque chose de négatif, mais voir l'échec comme, OK, ben j'ai probablement appris quelque chose, là. Parce que j'ai pas réussi. Donc, si je prends un peu de temps, je vais probablement réussir à trouver une autre hypothèse sur comment est-ce que je devrais attaquer ce défi-là la prochaine fois. Puis donc, être strictement meilleur ou plus apte à réussir la prochaine fois. Puis ce qui est drôle, c'est qu'en fait, tu sais, dans l'intelligence artificielle, c'est ça, en fait. C'est juste, nos machines sont très bonnes à échouer vraiment, vraiment plusieurs fois, là, puis à pas lâcher jusqu'à ce qu'ils réussissent. Je parle souvent d'intelligence artificielle aujourd'hui comme c'est un étudiant qui est pas super bon, mais qui est travaillant vraiment beaucoup, là, qui fait des milliards d'exercices essentiellement avant d'apprendre quelque chose, mais qui va les faire les milliards d'exercices nécessaires pour réussir. Donc cet aspect-là de comment gérer justement l'échec puis comment apprendre de ces échecs, c'est quelque chose qu'il me semble on devrait apprendre à l'école explicitement pour savoir c'est normal de passer à travers ça plutôt que de l'apprendre juste parce que tu as un échec, puis là tu réalises, tu parles à tes amis, puis tu réalises ils passent à travers les mêmes choses, puis là, ils te donnent des trucs sur comment est-ce qu'eux passent à travers, puis je peux voir une valeur à ça, en fait. OK. Tu sais, la programmation, les maths, c'est beaucoup de la résolution de problèmes. En fait, c'est que de la résolution de problèmes, la prise de décision, etc. Est-ce que toi, ça t'a aidé dans les autres sphères de ta vie? Es-tu plus réactif à la résolution de problèmes à cause de ça? Si on m'avait enseigné le genre de problème qu'on observe, donc genre, dans telle situation, tu utilises telle méthode pour arriver à une solution. Ça, j'étais très bon à faire ça. Puis là où je me trouve pas super bon, c'est quand on commence, on ne sait pas vraiment encore c'est quoi la solution. Puis en fait, parce qu'on la sait pas vraiment, puis il n'y a pas vraiment une façon de la reconnaître immédiatement. Fait que moi, je pense que ce qui m'interpellait pas mal, c'est donner des connaissances pour que si je suis dans un contexte où il y a un problème qui est facilement identifiable, ben je vais être bon à l'identifier puis appliquer la solution. Mais là, puis je pense que beaucoup de l'indication semble un peu formulée comme ça. Tu rentres à ton examen, tu as une question, ben il y a probablement des éléments de la question qui est comme, OK, oui, là, c'est supposé évoquer, il y a comme des signaux qui me disent, c'est telle méthode qu'il faut que tu apprennes, qu'il faut que tu utilises pour résoudre cette question-là. Maintenant, donc, ce qui me manque, je pense, c'est plus, quand en fait, tu n'as pas encore les outils pour arriver à résoudre ce problème-là, ben, comment tu acceptes ça, puis tu mets une démarche en place pour en arriver à résoudre ce problème-là. Puis ultimement, vraiment plus tard, en recherche, on est beaucoup confronté à ça. On résout des problèmes qui n'ont pas encore de solution. C'est ça la recherche. Donc là, c'est vraiment utile d'être capable de voir, OK, ben là, je me dis à peu près les éléments que je vois là, c'est probablement que ça invoque des notions peut-être de je sais pas moi, en intelligence artificielle, c'est une discipline très multidisciplinaire. Il y a des sciences sociales, des fois, ou la science cognitive, la neuroscience, la physique. Donc, tu commences à voir qu'il y a une valeur à juste commencer un problème en disant, OK, je pense qu'il y a peut-être des éléments de réponse dans tel sous-domaine de telle discipline. OK, bon, ben, je vais aller voir, je vais aller m'informer, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des éléments de réponse là. Puis, non, OK, bon, ben, je vais revenir en arrière. Quel autre élément je vois? Hugo, tu as 4 filles, tu as une baguette magique. Quel genre d'école tu construis pour tes enfants? Comme j'ai dit tantôt, je mets plus d'informatique. Ça, c'est sûr. J'en mets au tout début du secondaire, au minimum. Ça, c'est clair. Puis avec mes filles, en fait, j'ai essayé d'introduire, je leur ai présenté il y a des outils en ligne pour apprendre la programmation, mais pas en écrivant des commandes, mais en utilisant la souris pour imbriquer des commandes visuelles. Donc, ça c'est une chose, certainement.
Puis, sinon, mais comme je disais, je réalise que c'est un manquement pour moi de pas d'avoir eu à apprendre un peu sur le tas comment résoudre des problèmes dont je connais pas la solution encore. Ça, j'aimerais ça essayer ça un peu plus. C'est quelque chose qui m'a probablement manqué. Je sais pas comment, vous savez probablement plus comment on peut approcher ce genre de problème-là. Puis sinon, je pense que, tu sais, j'aime qu'on a l'enseignement de plus en plus en ligne ou connecté. Je mentionnais que moi, j'ai fait de la pédagogie inversée, puis que j'ai filmé des vidéos que j'ai mis en ligne qui sont utilisables par n'importe qui, partout dans le monde, essentiellement. Une école qui utilise ça de plus en plus, qui aide les élèves à faire cet apprentissage-là, peut-être par eux-mêmes. Ça, je pense que ce serait vraiment bien. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé comme enseignant, mais tu sais, je me rappelle quand j'étais au secondaire ou même au cégep où j'aimais beaucoup les mathématiques, puis je serais allé probablement plus loin que ce qu'on me présentait, en fait. C'est vrai que t'as mal fini aussi, hein? Ouais. T'as vraiment mal fini. Mais j'ai été confronté un peu à ça quand c'était après le cégep, j'avais été invité, j'avais fait une compétition de mathématiques. J'avais été correct, mais j'avais pas été particulièrement bon, mais j'avais été assez bon pour qu'ils nous invitent à une espèce d'école d'été à l'UQAM en mathématiques. Puis je pense que j'avais été, tu sais, 30e. Là, puis j'étais à l'école d'été juste parce qu'il y avait plein de gens au-dessus de moi qui avaient décidé de pas y aller. Tu sais. Fait que j'étais vraiment curieux de voir ceux qui étaient dans le top, là, comment ils ont fait. Tu sais. Je comprenais pas. J'avais des super bonnes notes dans les cours, tous les cours auxquels j'avais accès. Alors, comment est-ce qu'ils ont pu réussir mieux que moi? Tu sais, je pouvais pas comprendre. Puis, tu sais, une chose que j'ai compris, c'est que ils étaient pas dans les mêmes cégeps, puis ils avaient pas le même enseignement qui était offert à eux. D'où l'importance, je pense, qu'on donne des outils pour apprendre par soi-même en ligne, où là, maintenant, en fait, vraiment beaucoup de choses sont accessibles, puis presque l'équivalent d'un cours magistral, parce que les gens peuvent se filmer maintenant en train de le donner. Donc, de pouvoir utiliser ça plus pour que ça ne dépende plus tant que ça dans quelle école tu es ou au Québec pour pouvoir apprendre certaines choses. Puis je pense que les éléments sont là, en fait, pour mettre ça en place. Donc, ça, j'aimerais ça voir ça plus. Je suspecte qu'on le verra naturellement de plus en plus, mais ne serait-ce qu'à aider aussi les étudiants à réaliser ce potentiel-là, réaliser que c'est une autre façon d'apprendre aussi, puis que on peut faire ça vraiment facilement maintenant. Là. Je pense que ça serait bien. Tu parles beaucoup d'individualisation de l'enseignement, hein, en donner plus à ceux qui ont soif ou qui sont encore plus curieux et peut-être prendre plus le temps avec ceux qui en ont davantage besoin. Là. Tu as l'impression que c'est difficile actuellement à l'école au niveau primaire ou secondaire? Est-ce que les technologies pourraient aider dans ce sens-là et l'intelligence artificielle par le fait même? Donc, je pense que l'intelligence artificielle en enseignement, c'est quand même... Ça me semble être un domaine plus en émergence puis en développement qu'ayant toute la maturité nécessaire pour la déployer. Puis, donc, je pense qu'il y a un potentiel dans un certain futur. Là. Puis, ça me rappelle justement, c'est ça pour moi, c'est ce qui m'anime quand je parle d'intelligence artificielle, c'est ces potentiels-là de rendre des services qui sont peut-être autrement pas vraiment accessibles maintenant parce qu'on peut les automatiser puis on peut les mettre dans un ordinateur ou dans un téléphone puis donc le rendre vraiment accessible. Donc, c'est certainement un souhait que j'ai puis je pense que à terme, ultimement, on a des bonnes raisons de penser qu'on peut se rendre là. Oui. OK. Hugo, on va terminer notre balado avec 2 questions ludiques en rafale. Oui. On y va avec la question qui pue. Que mettrais-tu à la poubelle de l'école telle que tu la connais? Qu'est-ce que je mettrais à la poubelle? J'ai mentionné, là, j'étais bon à l'école, là, donc j'étais un peu un exemple de c'est quoi le profil d'une personne qui a du succès à l'école.
J'ai mentionné, là, c'est pas quelque chose que j'enlève, là, mais j'aurais enlevé un cours pour mettre de l'informatique, ça c'est clair. Lequel, j'ose pas me prononcer sur ce balado-là. Je me dis que t'as bien des gens qui doivent enseigner, qui vont l'écouter, là, puis il y en a peut-être que ça fâcherait si je choisissais leur matière, là, mais il faudrait que j'enlève quelque chose pour mettre de l'informatique, c'est sûr. À aucune occasion, quand tes enfants rentrent de l'école, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez fait ça? Mais voyons. Vous êtes resté 1 heure à regarder un film en classe ou je sais pas trop quoi, là. Tes enfants doivent être dans une super école, alors. Je pense que, premièrement, je suis quand même pas formé en éducation. Là. On est professeur à l'université, mais on nous forme jamais à enseigner. Là. La réalité, c'est qu'on l'apprend un peu sur le tas, ça aussi. Là. Puis j'ai quand même pas mal de respect aussi pour les enseignants. Là. Je sais que c'est pas facile, surtout maintenant. Là. Ouais, fait que, c'est clair. Je suis quand même plus le genre de personne qui va prendre le côté de l'enseignant avant de prendre le côté de mon enfant. Là. Fait que il n'y a rien tant que ça flagrant. Je pense que c'est plus, c'est ce qui me chagrine plus, c'est le manque d'informatique. C'est ma discipline, c'est ce qui m'a passionné même quand j'étais jeune. Puis de voir qu'il y a un manque d'alignement entre le potentiel que j'y vois puis le potentiel qui est exploité par notre système d'éducation. Je pense que c'est ça qui me chagrine le plus. D'ailleurs, le gars de techno que tu es, comment tu trouvais le transfert d'un enseignement en présentiel? Parce que les profs t'enseignent en présentiel, puis là, comme tout le monde, tu as vécu le transfert vers un enseignement à distance. Tu as trouvé ça comment? En fait, donc je devrais préciser, moi je suis prof associé à l'Université de Montréal, mais en fait, c'est pour diriger des étudiants. Donc, j'ai pu enseigner maintenant. Maintenant, notre superviser les étudiants, c'est comme faire du tutorat, là, c'est les rencontrer en personne souvent. Tout faire ça à distance par meeting comme ça en Zoom ou autre plateforme, là, c'est sûr que c'est pas aussi efficace. Là. Des fois, il faudrait qu'ensemble, on soit devant un tableau puis qu'on travaille ensemble. Fait que ça, c'est pas super facile. J'aurais probablement eu, pour l'enseignement de cours, pas tant de difficultés, en fait, juste parce que j'avais fait de la pédagogie inversée avant. Puis moi, mon objectif, c'était de tout convertir en les cours sont sur YouTube, puis en classe, on se parle, on fait des exercices, je vous aide à progresser. Puis là, j'ai vu beaucoup de mes collègues, en fait, à l'Université de Montréal qui, essentiellement, doivent faire ça maintenant, là, puis qui m'ont demandé des conseils sur comment est-ce que j'avais filmé mes vidéos, et ainsi de suite. Là. Fait que je pense de ce côté-là, j'aurais été correct. Mais les rencontres en présentiel pour la direction d'étudiants, c'est clair que c'est pas mal mieux. Là. Je pense qu'on progresserait plus rapidement. Hugo Larochelle, on termine avec la question qui tue. Ouais. Si le Mila était une école, quelle serait sa grande particularité? Le Mila, c'est un endroit qui bourdonne en termes de... tu sais, si tu es étudiant là-bas, puis il y a un domaine qui t'intéresse, puis même si c'est pas parfaitement aligné avec ton directeur de thèse, par exemple, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui est spécialisé là-dedans ou qui étudie là-dedans ou qui peut... Tu vas lui parler, puis vous pouvez commencer à travailler ensemble. Puis c'est vraiment un écosystème pour être formé. Puis il y a beaucoup de directeurs de thèse là, qui vont laisser beaucoup de liberté comme ça. Fait que c'est un endroit, je pense, où si t'as vraiment l'initiative, puis l'indépendance, puis la volonté d'apprendre puis d'explorer, c'est vraiment un beau terrain de jeu pour ça. Là. Puis là, maintenant que c'est vraiment un grand institut, tu as vraiment beaucoup de sujets où tu as des experts, des gens qui ont publié sur ce sujet-là, sur vraiment une gamme de sujets vraiment plus vaste que moi, par exemple, quand j'ai fait mon doctorat. Donc, je pense que l'équivalent à l'école, ça serait puis bon, ça se fait difficilement peut-être dans une école, mais si on encourageait plus à l'apprentissage par soi-même, puis qu'on donnait des outils, ne serait-ce que pour les trouver, ces enseignements-là en ligne, je pense que ça ressemblerait à ça, où tu peux vraiment pousser ta propre passion, même s'il n'y a personne localement qui peut t'appuyer là-dedans, on te donne les outils pour l'apprendre par toi-même, en fait.
Hugo Larochelle, un grand merci. C'était un privilège de t'avoir. Je sais que tu es très occupé, mais on apprécie beaucoup que tu puisses partager tes réflexions avec nous pour faire avancer notre milieu de l'éducation. Donc, un grand merci. Beaucoup de succès dans vos recherches. On a hâte de voir où ça va aboutir. Moi, je suis très heureux que tu sois au Québec et qu'il y ait une effervescence à Montréal autour de l'intelligence artificielle. Alors, un grand merci encore. Ben, merci beaucoup. Puis, écoute, je suppose ton balado, il y a plein d'enseignants qui vont l'écouter. Là. Fait que je veux tous vous remercier là, en tant que parents. Là. Je sais que vous travaillez très fort dans ces moments de COVID pas faciles. Là. Donc, merci beaucoup. Lâchez pas. On apprécie vraiment votre effort. Merci, salut. Merci.